Salut à tous, c'est Minestra. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un deck building encore une fois. Ce sera pas le deck Chocobo comme j'avais pu laisser comprendre à certains, tout simplement parce que, alors j'ai fait une vidéo sur le deck Chocobo qui est pas sortie du tout parce que j'arrive pas à être satisfait de ce que je fais. C'était parti pour faire un deck fun comme les mugs, dans la même idée, mais je me suis rendu compte en testant et en testant le deck que on pouvait en faire quelque chose de viable dans la méta. Donc je suis encore en train de travailler dessus, j'étais parti sur un mono-vent, je vais partir sur un haut-vent, enfin voilà. Donc la vidéo sur les Chocobo arrivera peut-être plus tard, quand j'aurai enfin trouvé un deck qui me convient, et qui sera intéressant à présenter. Aujourd'hui on va revenir donc avec Stopus 8 sur du monofeu. Alors monofeu c'est, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est mon archétype favori, je joue monofeu depuis que j'ai commencé à jouer limite, et je vais continuer à jouer jusqu'à la fin des temps, j'adore vraiment ce gameplay. Il est un peu revenu en force, c'est l'idée, mais voilà, il y a les cartes qui sont arrivées, qui sont intéressantes, et du coup ça rend l'archétype beaucoup plus viable. On va rester dans la même optique que la première vidéo que j'ai fait, donc un deck qui est là pour faire des dégâts. On va essayer de gérer les avant en faisant tout le temps les dégâts. Ça va être compliqué de gérer des Yashtola, mais on a quand même de quoi la gérer. On va voir le deck tout de suite, vous allez voir, c'est quand même plutôt sympa. Au niveau des soutiens, donc on va set tous nos soutiens vont être là pour soit tutoriser, soit augmenter le potentiel de dégâts ou d'agression de nos armes. Pour ça, on va commencer par jouer 2 érudits opus 4. Alors, qu'est-ce que fait érudit opus 4? C'est un soutien à 2, donc c'est un soutien qui doit être là rapidement. Il nous faut beaucoup de soutien à 2, encore une fois. On peut en poser plusieurs exemplaires, et qui a un effet très intéressant, c'est pour un feu, je vais le dueler, et je vais le mettre dans la break zone, et je vais choisir ce qu'il y a 2 avant, et je vais en faire 3000 points de dégâts. C'est extrêmement fort, parce que juste pour 2 et un petit CP foudre, un CP feu plus tard, on peut faire 3000 à 2 avant. Ça peut permettre de faire des petits dégâts qui peuvent finir en avant. Donc c'est une très bonne carte. On la joue en x2 parce que x3 c'est pas intéressant, on préfère avoir plus de variété. Donc c'est très bien. On va jouer également 2 mages rouges opus 4. Pareil, un soutien à 2, c'est important, faut avoir les soutiens très vite. Même un effet important aussi, c'est que pour un feu, on va le dueler, et je vais choisir un avant, et ce tour-ci, tous les dégâts qu'il va le recevoir sont montés de 1000. Ça va nous permettre d'augmenter le potentiel de dégâts. Si par exemple, un avant qui est à 9000, et je ne lui fais que 8000 points de dégâts avec ma carte, c'est plus rentable de faire l'effet de mage rouge pour monter les dégâts de 1000 pour tuer un avant, plutôt que de gaspiller 2 invocations ou 2 sources de dégâts sur une seule carte. Cette carte là est vraiment là pour nous éviter de gaspiller trop de ressources sur un seul avant. Des fois 1000 points c'est tout ce qui manque, donc c'est très bien. D'autant plus que c'est intéressant parce que c'est pas les dégâts que l'avant inflige, c'est les dégâts que l'avant reçoit. Donc ça va composer avec les dégâts que les avants infligent. On a beaucoup d'autres ressources qui vont augmenter les dégâts que nos personnages vont infliger. Donc par exemple, je sais pas, augmenter les dégâts que font ces avants de 1000, et bah ça va se cumuler avec ça. Donc c'est intéressant, ça nous permet d'augmenter très rapidement les dégâts. On passe avec les nouveautés de l'opus 8, on va jouer 2 mages noirs. Alors mage noir c'est encore un soutien à 2, donc c'est intéressant, c'est un soutien qui se détruit. C'est intéressant aussi, parce que si on a plus de temps, si on a de place, on peut s'en débarrasser. Alors oui, c'est pour 2 feux, on va le dueler et mettre dans la break zone, et on va choisir une invocation au feu dans la break zone, et on va la rajouter à la main. Sachant qu'en feu, il y a des invocations qui sont très intéressantes, ça peut être très intéressant de les récupérer. C'est pas utile à toutes les parties, mais ça peut être utile si jamais j'ai besoin d'une invocation spécifique et que j'ai peur de ne pas la piocher, et je la récupère, et ça me pose pas à lancer. Ensuite, on va jouer 2 Yutsuyu. Alors, Yutsuyu c'est une très bonne carte, pourquoi? Parce que c'est un soutien à 2, encore une fois, et pour un feu, on va choisir un avant de 5 ou moins, et il ne peut pas bloquer ce tour. C'est très fort parce qu'on a une carte en feu qui était déjà très forte, qui était déjà forte, et qui à peu près même effet. C'était le mage rouge opus 1. Il a écouté également 2, et lui son effet, il fallait payer 2, un incolore et un feu, et choisir un avant, il ne peut pas bloquer. Globalement c'est le même effet, sauf que cet effet coûte 1 de plus,
un plus que celle de Yutsuyu. Yutsuyu, par contre, elle, le défaut, c'est que ce soit être un avant de coup 5 ou moins. Ce qui fait que les avants 6 ou plus ne vont pas être impactés. Mais c'est vraiment pas un problème parce que dans ce jeu-là, dans la méta actuelle, des avants qui coûtent plus que 5, faut les chercher. Hein. Ils sont vraiment rares, il y a des Veritas, etc. Mais c'est pas très grave. C'est pas sur ça, sur ces cartes-là, c'est pas sur ça qu'on va viser. Alors, on va jouer ensuite un barre de plus 3. Pourquoi un barre de plus 3? C'est qu'il a un effet très sympathique, donc c'est toujours un soutien à 2. Pour 2 feux, on va le mettre dans la break zone. Tous les avants que je contrôle gagnent plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Je ne peux utiliser cette compétence que pendant mon tour. Donc pourquoi c'est intéressant? Ça nous permet de, pendant une phase d'attaque, d'agresser plus facilement avec nos petits avants si on veut passer en face. Une carte qu'on va jouer qui va être le Bibi légendaire, qui est assez faible, ça nous permet de le rendre quand même mine de rien assez intéressant en attaque. On joue confiant parce que c'est quand même assez situationnel, mais c'est quand même une très bonne carte. Qui dit monofeu dit forcément le soutien qui va augmenter les avant-feux. Ici c'est le bro, donc pour 3, tous mes avant-feux que je contrôle gagnent plus 1000 de force. Simple et efficace. On la joue uniquement x2 parce que c'est pas la base du deck, mais c'est très très fort. Dans les monos en général, on met toujours ces cartes là. Ensuite, on va jouer 3 Tela. Alors, Tela c'est un soutien pour 3, on va le dueler et le mettre dans la break zone, on va choisir un avant. Et on va faire 7000 points de dégâts. C'est-à-dire que juste en le duelant, on fait 7000 points de dégâts d'avant. Ça nous permet de gérer la majorité des avants sur le terrain. On joue en x3 parce que c'est très clairement son intérêt. Son intérêt c'est de détruire les cartes en face. Et en plus de ça, il a un petit effet supplémentaire avec un S. Je paye 1, je le duel, je choisis un avant, je vais retirer du jeu la première carte de mon deck, et je vais infiler 4000 points de dégâts pour chaque CP pour jouer la carte qui a été retirée. Si par exemple je retire un érudit, ma carte coûte 2, donc je fais 8000 points de 2 x 4000, un avant. Donc je fais 8000 et un avant. C'est une carte, Tela c'est une carte qui est indispensable pour faire beaucoup de dégâts, ça ne coûte pas très cher, c'est un soutien, on peut l'utiliser au bon moment, si utilisé au bon moment ça va vraiment retourner une partie. Ensuite, on va jouer une selfie. Alors, selfie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un soutien pour 3 qui a un X-Burst. Son effet simple, c'est lorsqu'elle rentre sur le terrain, je vais chercher un avant de job candidat au seed et je l'ajoute à un. On n'a qu'une seule carte candidat au seed, mais qui est assez importante pour nous, c'est Zell, donc on va essayer de l'avoir le plus rapidement possible. On reste dans les tutos, on va jouer un Mont Blanc au plus 4. Alors, c'est un soutien à 4 qui a un X-Burst, et qui me permet de chercher une carte marche, uniquement une carte marche. Ça fait un peu cher pour une carte à 4, mais ça me paraît important. C'est un X-Burst de toute façon, c'est pas une carte qu'on va jouer souvent, mais si elle tombe en X-Burst ou si on a besoin d'un marche, ça peut le chercher. Il y a un deuxième effet qui est intéressant, mais qui va pas être utile souvent. C'est je paye un feu, je le duel, je choisis un avant, et je fais 2000 points de dégâts. Mais je ne peux utiliser ses compétences que si je vais un marche sur le terrain. Ça pourrait être intéressant, mais le problème c'est que le marche qu'on va jouer n'est pas très solide. Donc il sera rapidement géré, je pense. Donc, cette compétence-là, on va pas s'en servir souvent, mais ça peut nous sauver la partie. Ça peut nous permettre de faire les petits points de dégâts qui vont. Et enfin, toujours un soutien à 4, encore un tuto, on va jouer Rain. Donc, encore un X-Burst, elle va pas chercher un LAN ou un job candidat aussi, elle va chercher un nom de carte LAN. Voilà, on va chercher un LAN et on ajoute à sa main. Deuxième compétence, je paye un feu et un incolore, je vais l'uler, je choisis une carte LAN, il va gagner plus 1000 de force. Donc voilà, LAN c'est une carte qu'on va jouer qui est assez forte, on a besoin de la chercher assez rapidement, donc c'est intéressant d'aller chercher, surtout que c'est en X-Burst. D'autant plus que notre LAN va se booster en fonction s'il y a une reine sur le terrain, donc ça peut être très intéressant. On la joue qu'en x1 parce que comme je joue pas vraiment autour de LAN, c'est un peu trop. Donc voilà, ça c'était les soutiens, maintenant on va pouvoir passer aux avants. On va jouer des avants qui sont assez peu chers au final, notre objectif c'est d'être assez agressif, et notre objectif c'est aussi de contrôler le terrain en faisant des dégâts tout le temps. Notre objectif c'est que à chaque tour, on puisse détruire un ou deux avants. Ça va être l'objectif du deck, on va essayer de partir sur ça à chaque tour. Pour ce faire, on va jouer des avants donc qui vont infliger des dégâts. Alors, pour commencer, on va commencer par jouer de Xandé Premier Empereur. Pourquoi Xandé Premier Empereur? C'est très simple, c'est une carte pour 5 qui est à 9000, donc ça, elle coûte cher, mais c'est un gros ton. Il ne peut être payé qu'avec des CP feu, on joue monofeu, ce n'est absolument pas un problème.
Lorsqu'il va attaquer, je vais choisir un avant et je vais faire 5000 points de dégâts. Simple et efficace, je fais 5000 à chaque fois que j'attaque. Et le deuxième effet, c'est lorsqu'il va être mis dans le terrain à la break zone, je vais choisir un avant et je vais lui infliger 9000 points de dégâts. Pourquoi on le joue qu'en x2? Parce que mine de rien il coûte cher. Il est pas ultra. Il est très agressif s'il arrive à tenir un tour, mais vu qu'il coûte 5, il se fait gérer par Diablo, il se fait gérer par plein de choses. Donc il aura très peu souvent l'occasion d'attaquer. Enfin d'attaquer efficacement en tout cas. Il va plus être là pour canaliser les ressources sur lui. Parce que si on le gère, on est obligé de gaspiller des ressources, et si on le détruit, il va pouvoir quand même gérer un avant. Donc c'est quand même un gros paratonnerre qu'on jouera assez souvent mine de rien, mais qui va pas être décisif. Par contre, si on le laisse tranquille, il va vraiment faire le café. Il est vraiment, si on le laisse tranquille, il va vraiment faire raser un terrain. On va jouer ensuite 3 Bibi légendaires. Pourquoi on joue 3 Bibi? Bah c'est simple, c'est un avant qui coûte 3, donc pas très cher. Bon, qui a 4000 de force, mais son intérêt n'est pas là. Son intérêt, c'est quand il est rentré sur le terrain, je vais choisir un avant contre mon adversaire, et je vais infliger 4000 points de dégâts, et 1000 points de dégâts supplémentaires pour chaque carte dans la main de mon adversaire. En supposant qu'il ait que 3 cartes en main, donc ce qui arrive assez souvent, 3 cartes en main, c'est pas quelque chose de rare, on va faire 7000 points de dégâts en avant, dès qu'il rentre en jeu. Pourquoi c'est très fort? Parce que c'est un avant qui coûte, ça fait très vite des dégâts, donc ça peut très vite monter, et surtout que c'est un avant qui coûte 3, donc c'est un avant, vous allez voir, avec une invocation, qui va pouvoir revenir très rapidement, très souvent sur le terrain, et donc gérer tout le temps les avants. Il a un deuxième effet, un 1S qu'on va utiliser quasiment jamais, mais qui peut être intéressant dans certaines situations. Je paye 3 feux, je le duel, et j'inflige 7000 points de dégâts à tous les avants. Pourquoi c'est fort? Parce que ça fait 7000 points de dégâts à tous les avants, donc on ne cible pas. Donc tous les avants qui ne peuvent pas être ciblés par des compétences, ça passe. Point négatif, c'est à tous les avants, nous compris. Donc Vivi meurt, et tous nos avants qui sont en dessous de 7000 de force meurent. Ça peut être utile dans certaines situations. On va jouer 2 ailes. Alors pourquoi on en joue que 2? On en joue que 2 parce qu'on a un tuto qui est un X-Burst. Du coup on l'a assez souvent sur le terrain. Pourquoi il est intéressant? Alors il coûte 4 et c'est vraiment à 4000 de force. Donc c'est assez faible en termes de body. Mais il a booster. Donc c'est-à-dire qu'il va être agressif, il va pouvoir agresser dès qu'il rentre en jeu. Lorsqu'il rentre sur le terrain, je choisis l'une des 2 actions suivantes. Soit je choisis un avant contrôlé par mon adversaire et je lui fais des dégâts égaux à la force de zèle. Soit je choisis un monstre de coût 2 ou moins contrôlé par mon adversaire et je détruis. La première capacité, c'est souvent celle qu'on va utiliser plus souvent, mais la destruction de monstres peut être très utile dans certaines situations, si on a besoin de détruire un monstre spécifique. Même si là en ce moment, les monstres à 2, c'est pas ce qu'il y a de plus récurrent, mais ça peut quand même être utile. Il va arriver, son intérêt, c'est qu'il rentre sur le terrain, il peut gérer un avant, ou au moins commencer à faire des gros dégâts, parce que juste avec une Lobro, on fait quand même 5000 points de dégâts, on peut finir ça avec une autre carte, un Xandé quand il va attaquer, etc. Et il va pouvoir attaquer le tour où il arrive sur le terrain. Donc il va pouvoir mettre une très grosse pression très rapidement. Dans la même lignée, on va jouer cette fois-ci 3 chasseurs opus 4. Alors, pourquoi on joue 3 chasseurs? C'est un rang pour 3 qui a 4000, donc encore une fois c'est assez faible en termes de force de frappe. Il a 4000 de force, il se fait gérer très rapidement. Mais il a booster, donc il attaque dès qu'il rentre sur le terrain. Et dès qu'il va attaquer, on va faire 2000 points de dégâts à tous les avants contre un adversaire. Et là c'est très fort parce que ça peut très vite se cumuler. C'est une carte qui va très vite faire les petits dégâts qui manquent. Imaginons qu'on est à l'avant 8000, je joue en face, on va jouer Bibi, on ne fait que 7000 points de dégâts. Bah ouais, mais j'aimerais bien pouvoir attaquer, j'ai pas détruit son avant, j'aimerais bien pouvoir le détruire, mais j'aimerais bien aussi mettre un point de dégâts, et bah là c'est parfait. On met cet avant là, dès qu'on va attaquer, on va faire des dégâts supplémentaires pour détruire l'avant, avant même qu'il ne bloque, et on peut infliger notre point de dégâts. C'est très fort aussi parce que si on va augmenter les dégâts que peut faire cet avant, ça peut très vite monter vite. Alors avec un Mecha Gamazine par exemple, que vous verrez dans le deck, on peut très vite faire 4000 à tous les avants. Donc si je fais une équipe de 2 chasseurs et que je fais l'effet de Mecha Gamazine sur un des deux, je fais 6000 à tous les avants quand l'équipe attaque. Donc c'est très fort. On le joue en x3, excellente carte. Ensuite, on va jouer 2 Ziroa de l'opus 8. Alors, pourquoi on la joue? C'est une carte pour 3 à 7000, donc c'est intéressant. Elle a un effet qui est très intéressant, c'est si un personnage feu que je contrôle inflige des dégâts en avant, on va les augmenter de 1000. Ce qui fait que tant qu'elle sera sur le terrain, tous les dégâts que je vais faire sont augmentés de 1000. Donc c'est très fort, parce que ça va me permettre de gaspiller moins de ressources à chaque fois pour détruire les avants.
Elle a une deuxième compétence qui est assez intéressante, c'est que je l'adule, je choisis un avant, je lui fais 1000 points de dégâts. Donc avec sa capacité de base, je vais faire 2000 points de dégâts en avant juste en duel. Ça nous permet de faire les petits points de dégâts qui manquent. C'est une bonne carte, elle marche très bien, c'est un body tout à fait correct. C'est une très bonne carte. Ensuite, on va jouer 2 marches au plus 8. Alors, c'est un avant pour 4 qui a 5000, donc encore une fois on reste dans la base du deck, c'est que nous avons un body assez faible. Il a un X-Burst, et son X-Burst c'est le suivant. Lorsqu'il va entrer sur le terrain, je vais révéler 5 cartes issues de mon deck, je vais choisir un personnage feu, et je vais le mettre dans ma main, et je vais mettre le reste sous mon deck, dans l'ordre que je veux. C'est un tuto qui est très intéressant, parce que en feu, on a très peu de moteurs de pioche, et finalement assez peu de tutos utiles. Donc on va essayer de récupérer le plus de cartes possible. Toutes les cartes qui peuvent nous faire piocher, on va essayer de les prendre. Là c'est intéressant parce que non seulement on va, même si on va révéler et qu'on va voir ce qu'on va piocher, on va quand même avoir un choix. Sauf si on tombe que sur des invocations, mais là c'est vraiment pas de chance, c'est vraiment vous n'avez pas de chance. Et en plus de ça, c'est un X-Burst, donc même si on ne joue pas et qu'il tombe en X-Burst, ça peut être utile. Donc Marche est une bonne carte, même si elle est assez peu résistante, elle fait le café. On va jouer 2 Archanges HM. Alors, Archange HM c'est une carte qui met une pression monstre, parce que pour 3 à 6000, donc c'est assez faible, c'est-à-dire qu'il se fait gérer assez bien, mais si on ne fait pas, s'il se fait pas gérer, il va faire des trous dans l'adversaire. Pourquoi? Lorsqu'il va attaquer, il va gagner plus 3000 de force. Donc c'est-à-dire que quand il attaque, on passe de 6000 à 9000. Donc c'est-à-dire que quand il va attaquer, c'est une menace, on peut pas le bloquer facilement. Si on a un Lebro, c'est une carte à 10 000 qui attaque, quand on bloque 10 000, bah, faut s'y préparer. C'est pas quelque chose de facile à bloquer. Mais si on ne le bloque pas, c'est là où vient le problème, c'est que quand il inflige des dégâts à un adversaire, je vais doubler ses dégâts. Donc ça veut dire que il faut pas comprendre dans les faits que quand il va faire des dégâts en avant, il fait des dégâts tout à fait normaux. Ces dégâts-là ne sont pas augmentés. C'est uniquement les dégâts quand on va faire à l'adversaire, c'est-à-dire que les points de dégâts qu'on met. C'est-à-dire que quand elle attaque, on met 2 dégâts. Et là, c'est très vite parce que c'est très fort parce que pour une carte, j'inflige 2 dégâts. Ça veut dire que s'il ne le laisse passer, il va très vite se retrouver en danger parce qu'on met 2 dégâts d'un coup. En début de partie, ça a une pression parce qu'on fait très vite des dégâts. Et en fin de partie, si on ne s'y attend pas, à partir de 5 dégâts, on peut mourir sur une seule attaque. Donc faut faire attention à ça. C'est une très bonne carte, elle va rester très peu souvent sur le terrain parce qu'elle va très vite se faire gérer. Mais si elle n'est pas faite, encore une fois, c'est comme vous dit, il va faire des trous. On va jouer ensuite 2 Firion. 2 Firion starter. Alors, pourquoi on joue 2 Firion starter? C'est une carte à 2, qui a 2000, bon. Encore une fois, vous avez compris que sa force n'est pas du tout dans son body. Sa force, c'est que quand il va rentrer sur le terrain, et en X-Burst en plus, je vais choisir un avant et j'ai 2000 points de dégâts pour chaque avant que je contrôle, jusqu'à un maximum de 3 avants. Donc c'est-à-dire que je peux infliger 6000 points de dégâts à un avant, en X-Burst, et pour un avant 2. Là où c'est intéressant, c'est que on a des cartes qui font 6000 pour 2 en X-Burst, on a Ifrit qui est une invocation, mais c'est une invocation. Le problème, c'est que l'invocation, on va faire les dégâts et point barre. Une fois que c'est fait, c'est fini, la carte va dans la briseuse. Là, on fait à peu près le même effet, donc avec une garantie un peu moins, parce qu'on peut se faire gérer les avants au moment où la capacité est en pile. Mais si on arrive à faire 6000 points de dégâts, ça nous fait un Ifrit plus un avant. Alors qu'il soit à 2000, c'est pas un problème, parce que s'il veut le gérer, il va falloir quand même utiliser des ressources. Que ce soit aduler un soutien pour le faire, utiliser une carte ou quoi que ce soit. Donc ça peut nous faire un bloqueur, ou ça peut nous faire un avant en plus pour attaquer. Donc c'est très bon. On va ensuite jouer 2 LAN. Alors, LAN légendaire, pourquoi on va le jouer? C'est un avant à 4 qui a 8000. Là, cette fois-ci, on passe à un body qui est vachement plus intéressant. Il va avoir un body encore plus intéressant parce que si on contrôle le nombre de cartes reines, il va gagner plus 1000 de force. Donc si on joue son tuto, on va pouvoir faire qu'il gagne plus 1000 de force, donc on passe à une 9000. Ce qui est plutôt fort, plutôt correct. Mais là où il va être très intéressant, c'est que lorsqu'il va infliger des dégâts à un avant ou à un adversaire, je peux choisir un avant, et je peux payer 4, dont 3 feux. Et si je le fais, j'inflige des dégâts égaux à cet avant, à la force de l'âne. Comme vous avez vu, l'âne il a 8000 de base, donc pour 4 faire 8000 de dégâts, sans gaspiller de cartes de sa main, sans avoir besoin d'une carte particulière de sa main, parce que 4 c'est quand même pas facile ça reste quand même assez cher à payer, ça reste quand même très fort. C'est-à-dire que si vous le laisse passer, vous allez pouvoir lui gérer un avant, en plus lui faire un point de dégâts.
Et s'il vous bloque, vous allez pouvoir gérer peut-être 2 avants. Donc c'est très fort. C'est une carte qui devrait être très vite gérée par l'adversaire, sinon elle va pouvoir faire des trous. Ça coûte assez cher mine de rien, parce que payer 4 à chaque fois c'est quelque chose, hein, on peut pas se le permettre tout le temps. Mais à certains moments c'est très fort. Ensuite, on va jouer 2 Seigneurs des Ténèbres. Alors, Seigneur des Ténèbres, c'est un avant pour 3 villes. On reste encore dans un body très correct. Alors, pourquoi il a un body très correct pour 3? Parce qu'il a un gros défaut, c'est quand il va entrer sur le terrain, on va retirer du jeu les 10 premières cartes du dessus de notre deck. Donc, c'est-à-dire qu'on va perdre les 10 prochaines cartes qu'on peut piocher. C'est très gênant parce que on peut perdre des très grosses cartes, et ça veut aussi dire que plus la partie va s'éterniser, plus vite on risque de mourir, parce qu'on a perdu 10 cartes. C'est très vite contrebalancé par un effet qui est très intéressant, c'est qu'au début de notre attaque phase, je vais choisir un avant, et je vais infliger 3000 points de dégâts. Oui, 3000 points de dégâts pour avoir perdu 10 cartes, bah c'est faible. Cependant, il n'est pas obligé d'attaquer. Et c'est là le problème, c'est que, en feu, pour faire des dégâts, on va avoir souvent besoin d'attaquer. Donc soit qu'on est booster, soit qu'on ne fasse pas gérer notre avant. Là, que notre avant que le Seigneur des Ténèbres puisse attaquer ou pas, on s'en fiche. On va quand même faire les 3000 points de dégâts. Et 3000 points de dégâts, même si ça paraît peu, et ben en fait, vu qu'on fait toujours des dégâts un peu partout, on gratte les dégâts tout le temps, et ben ces 3000, ça peut servir pour tuer un avant. S'il manquait juste 2000 points de dégâts, bah hop, notre Seigneur des Ténèbres va le faire. Donc c'est une carte qui est très forte, mais qu'il faut être sûr d'utiliser au bon moment, parce que perdre 10 cartes, c'est quand même très violent. Et enfin, derrière qu'on va jouer, ce n'est pas une carte feu, c'est une carte lumière, on va jouer 2 Gideon Starter. Alors, pourquoi on joue Gideon Starter? C'est une carte qu'on voyait beaucoup opus 3, opus 4, mais qu'on a arrêté de voir parce que finalement elle s'est fait surplanter. Je la trouve toujours quand même intéressante parce que ça reste un personnage pour 3. Et pour 3, encore une fois, c'est très intéressant, vous allez voir plus tard dans l'invocation. Il faut essayer d'avoir le plus d'avant à 3 possible, qui a un effet d'entrée de jeu. Son effet d'entrée de jeu, c'est que je vais choisir l'une des 3 actions suivantes. Soit je pioche une carte, soit je fais défausser une carte à l'adversaire, soit j'active tous les personnages de catégorie FF9 que je contrôle. La dernière carte ne va pas être très intéressante vu que la seule autre carte FF9 qu'on contrôle c'est Bibi. Par contre, le fait de pouvoir piocher ou défausser, selon mon envie, c'est très intéressant. Piocher parce que, comme je vous l'ai dit, en feu, on a envie de tout ce qui nous fait piocher, c'est très intéressant. Et enfin, faire défausser, bah, c'est peut-être faire perdre la ressource dont l'adversaire a besoin, la carte dont l'adversaire a besoin. Ça nous fait un peu de... ça va de rendre le jeu un petit peu plus stable pour nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer autre chose qu'il y a sur le terrain. Donc c'est intéressant. Il y a un deuxième effet qui va pas être utile tout le temps, mais qui est quand même assez intéressant, vu que Bibi, on va essayer de le jouer plus souvent sur le terrain. Si on contrôle un avant que le FF9, donc le Bibi, son coût va baisser de 1. Et donc là, pour 2-7000, ça devient très vite très intéressant. Donc voilà, c'est une carte qui est assez polyvalente, ce que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de choses, ce que le feu manque. Piocher, faire défausser. Ça peut être très intéressant. Notez en plus, comme je vous l'ai dit, c'est surtout que c'est une carte à 3, et 3 c'est très intéressant. On va voir donc pourquoi c'est très intéressant avec les invocations et les monstres tout de suite. Les invocations et les monstres. Comme vous avez vu, on joue quand même beaucoup d'avant, donc c'est-à-dire que ça nous laisse très peu de place pour nos invocations et les monstres. Ça ne veut pas dire pour autant que ces cartes-là sont inutiles. Ça va être une des grosses clés de voûte de mon deck, notamment une seule invocation. Hein. Et cette invocation, c'est Phoenix, qu'on va jouer en x3. Alors, Phoenix, c'est une invocation qui coûte 7, donc c'est très cher, mais elle fait vraiment tout ce dont on a besoin. On va choisir un avant de coût 3 ou moins dans notre break zone, et jusqu'à un avant contre notre adversaire. On va jouer le premier, c'est-à-dire notre avant qu'on va choisir dans notre break zone, sur le terrain du lait, et on va faire 8000 points de dégâts au second. Pourquoi c'est très fort? Parce qu'on fait 8000 points de dégâts en avant, donc souvent c'est suffisant pour le gérer, et en plus on va rejoindre un avant sur le terrain. Et c'est là où je vous disais que c'était très intéressant d'avoir des avant coup 3 qu'on avait fait d'entrée de jeu, parce que si on rejoue un Bibi, bah on peut gérer un deuxième avant. Si on rejoue un Jidan, on peut repiocher une carte pour faire défausser. Si je rejoue un Furion, je peux refaire des dégâts en avant. Je rejoue un Chasseur, ça me fait un avant qui est potentiellement dangereux plus tard. Je rejoue une Iroha, hop, je vais augmenter mes dégâts. Je rejoue un Archange, bah au tour suivant, il va refaire des dégâts. Donc c'est à dire que même si on fait gérer nos avants qui sont assez faibles, bah, on peut les faire revenir grâce à ça. C'est d'autant plus fort qu'on a notre soutien Mage Noir qui permet de récupérer ces Phoenix dans notre break zone. Donc, on va essayer de récupérer nos invocations le plus souvent possible.
Ensuite, on va jouer comme invocation de Bahamut opus 8. Alors, pourquoi Bahamut opus 8? Donc c'est une invocation qui coûte 4. Elle a un effet qui est assez dérangeant, c'est qu'on ne peut la jouer qu'avec des CP qui prennent de soutien. C'est-à-dire que je ne peux pas défausser de carte pour lancer Bahamut. Par contre, ça va être contrebalancé par un effet qui est extrêmement fort, c'est que je choisis un avant, je lui fais 10 000 points de dégâts, et s'il est mis du terrain à l'abri de son sourcil, je le retire du jeu à la place. Donc en gros, cette carte, elle est là pour me dire, tu vas gérer un avant. Cet avant-là, il va mourir. Ça coûte assez cher parce qu'il faut quand même du deck 4 soutien, donc on va pas pouvoir s'en servir souvent, c'est pour ça qu'on ne la joue qu'en x2, mais ça nous permet de gérer les gros tours, avec juste une seule carte. Et en plus de ça, comme on retire du jeu, bah, ça évite qu'il puisse le faire revenir sur le terrain. Tous les decks ne peuvent pas faire revenir sur le terrain, mais ça peut quand même éviter. Dernière invocation qu'on va jouer, ça va être Bélias le Titan. Alors, Bélias, c'est une invocation qui coûte 2, donc là on baisse encore en coût, c'est intéressant, et qui a un X-Burst. Son effet, il fait le café, c'est je choisis un avant. Jusqu'à la fin du tour, je vais gagner plus 1000 de force, booster, initiative, et en plus de ça, je vais piocher une carte. Piocher une carte en feu, encore une fois, c'est très intéressant. Et en plus de ça, le petit booster peut me permettre de rendre des cartes assez agressives. Un Xandé qui arrive directement sur le terrain et qui tape, ça fait mal. Un Archange à chaîne qui arrive sur le terrain et qui tape, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un LAN qui arrive sur le terrain et qui attaque, ça peut faire mal. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec, donc ça nous rend le deck encore plus agressif. C'est très bien, en plus de ça, l'initiative, ça permet de nous rendre nos cartes assez résistantes. Voilà. C'est un X-Burst, c'est une bonne carte. On va la jouer qu'en x2 parce que c'est pas le but du deck et que x3 sera un peu trop. Et enfin, dernière carte qu'on va jouer dans le deck, c'est un monstre, c'est le Mekagaya Manasvin. Pourquoi Mekagaya Manasvin? Bah, elle fait tout ce dont on va faire dans ce deck monofeu. Pour un feu, je l'adule, je choisis un personnage, donc pas forcément avant, un personnage, et s'il inflige des dégâts à un avance sourcil, je les augmente de 2000 à la place. Et augmenter les dégâts de 2000, bah, ça nous permet de passer des choses qui sont extrêmement gênantes. Notre Firion, qui faisait que 6000 dégâts, peut en faire 8000. Notre Bibi peut faire des dégâts indécents. Notre Xandé va faire 7000 points de dégâts quand il attaque. Notre Chasseur va faire 4000 points de dégâts tous les avants quand il va attaquer. Voilà. Ça permet de transformer n'importe quelle carte qui attaque et qui fait des dégâts en vraiment un énorme danger conseil qui peut gérer le terrain d'un tour. Donc voilà. Donc ça c'était le deck. Vous avez pu voir les cartes du deck. Maintenant on va parler un peu de comment ça se joue, des différents match-ups, etc. Ce monofeu, comment il se gère dans la méta? Alors, dans la méta, je pense que c'est un petit deck de Outsider qui peut performer, mais qui est quand même assez dangereux à jouer. Pourquoi? Parce que actuellement, le gros de la méta, c'est Monovent. Monovent, qu'est-ce que ça fait? Ça gère le terrain aussi. Ça met très vite des avants, ça va faire des dégâts tout le temps, ça gère le terrain. Nous, notre problème, c'est que pour gérer les avants, il faut qu'on attaque. Et le vent va nous laisser très peu de chances d'attaquer, avec son Yuri, avec Alan Allen, plus Shinka, Diablo, Barbaressia, etc. Donc, on n'a pas le match-up contre le vent. Par contre, si on arrive à prendre un peu l'avantage, c'est-à-dire que si on est très agressif et qu'on l'empêche de faire ce qu'il veut, bah il va pas pouvoir nous gérer tout le temps. Et on va très vite pouvoir gratter ses cartes petit à petit. Lui, il va avoir un défaut, c'est qu'il peut pas faire revenir ses cartes de son cimetière, de sa break zone. Nous, on peut le faire. On peut le faire assez peu souvent, c'est-à-dire qu'on peut faire 5 fois grand maximum, mais ça suffit. Parce qu'en plus de faire ça, on va pouvoir gérer les avants. Donc voilà. Contre Monovent, c'est un match-up qui est compliqué, mais qui est pas ingagnable. On voit aussi beaucoup de Monofoudre. Alors Monofoudre, on va avoir aussi un match-up qui est compliqué parce que on fait exactement la même chose. Et là où on fait la même chose, c'est que lui, pour le faire, il n'a pas besoin d'attaquer. Tous ses effets sont des effets d'entrée de jeu. Il va pouvoir nous gérer nos avants aussi. Notre avantage qu'on va avoir, c'est que quand même quelques cartes qui sont vachement plus résistantes que lui. Xandé est résistant, Lan est résistant, Seigneur des Ténèbres est résistant aussi par rapport à ces cartes, et que nous on peut aussi faire de la récursion. Il peut le faire aussi avec son Zémus, mais Zémus il va se faire gérer très rapidement, croyez-moi. Par contre, là où c'est le problème, c'est qu'il peut être aussi très agressif, il peut être beaucoup plus agressif que nous. IUA notamment, il peut donner booster avec des cartes. Voilà. C'est un match-up donc qui est compliqué, mais encore une fois, c'est qui va réussir à gérer le plus souvent les cartes en face. Donc je pense que c'est un match-up qui est kiff-kiff. Au niveau des decks qu'on voit aussi souvent, on revoit aussi, on commence à revoir pas mal de mono-haut. Avec des monstres.
Ça commence à se revoir un peu. Donc là, on va avoir un avantage. Pourquoi? Parce que mono haut, c'est, dans tous les cas, que ce soit monstre ou pas, c'est un deck qui est assez lent. Il a besoin d'être se mettre en place pour pouvoir faire des choses. Comprenez qu'il va poser des soutiens, il doit avoir des avances sur le terrain, il a besoin d'avoir beaucoup de ressources pour pouvoir nous gérer. Une fois qu'il a ces ressources, il va pouvoir gérer tout notre terrain. Avec des nuages de nerfs, des Kagnazo, des Nicole, etc. Donc notre objectif, comme notre objectif, c'est qu'il n'ait pas de terrain, il n'ait pas de board, on a quand même un avantage assez intéressant, c'est que il va jamais pouvoir réellement utiliser à son plein potentiel ses cartes. C'est-à-dire que s'il veut détruire nos cartes, il va falloir qu'il utilise à son potentiel moindre. Un Kagnazo qui est lancé très rapidement, et un nuage de ténèbres aussi qui est lancé très rapidement. Donc on va pouvoir jouer sur ça, c'est qu'on va pouvoir l'agresser sans qu'il puisse réagir très vite. Ou alors s'il doit réagir très vite, il se met un peu en danger parce que nous on joue vite de base, c'est notre deck qui veut ça. Lui, s'il doit jouer vite, il doit faire très attention. Mais à côté de ça, nos cartes sont assez faibles en termes de body, donc le moindre Kagnazo va nous gêner, les moindres grosses cartes vont nous gêner. Donc je pense quand même qu'on a le match-up, mais c'est compliqué quand même s'il arrive. Ça devient compliqué, s'il arrive vraiment à nous contrôler, il va nous contrôler à l'infini. C'est le problème du monofeu, c'est une fois que c'est contrôlé, ça ne fait plus grand chose. Donc je pense que dans la méta actuelle, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il y a moyen d'en faire des choses très intéressantes. Mais encore une fois, il va falloir ne pas se faire contrôler tout le temps. Or, la méta est quand même assez contrôle. On n'est pas dans une méta très agressive. Donc il va falloir faire très attention à ça. Si on arrive à jouer suffisamment agressif pour l'empêcher de contrôler, ce deck là peut faire des belles performances parce qu'on fait vraiment très mal. Hein. C'est tout l'intérêt du feu, mais si on veut faire ce qu'on veut, ça fait très mal. Mais à côté de ça, si on se fait gérer, contrairement à la foudre, on ne fait plus grand chose. Donc il va falloir faire attention, il va falloir jouer. C'est un deck qu'il va falloir jouer, faut savoir ce qu'on joue. C'est-à-dire que on sait ce qu'on joue, donc on sait sur quoi, ce qu'on doit gérer, on sait ce qu'il ne faut pas nous faire gérer, etc. Il faut savoir quand jouer nos cartes. Donc c'est un deck qui est quand même pas simple à maîtriser, qui est assez simple à maîtriser, c'est-à-dire qu'on comprend très vite les combos, c'est pas très compliqué en termes de combos, mais il va falloir les sortir au bon moment, savoir jouer à quoi jouer au bon moment, est-ce qu'il faut que je sois agressif à tel moment, est-ce que là il faut que je prenne un peu plus mon temps. Tout va se jouer là-dessus, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir faire attention, c'est sur savoir ce qui peut nous gêner, et comment le contrer, et à quel moment. Donc voilà, c'est un deck qui va être donc pas adressé à tout le monde, parce que c'est... comment dire, il faut avoir le feeling. Si vous n'avez pas le feeling du feu, comme moi je l'ai avec la glace par exemple, j'ai pas le feeling de la glace, ça va être compliqué, on va pas faire les bons plays au bon moment, et une fois qu'on est derrière, on est derrière. On revient très rarement sur le terrain. Donc voilà, donc c'était le monofeu opus 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de discuter avec vous pour dire tiens, toi peut-être dû mettre ça à la place, voilà. On est là pour discuter. En attendant, je vous dis passez une bonne soirée et à plus. Allez.